Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue chez le deuxième webinaire dans la série Penser dès aujourd'hui à demain. Le séminaire a comme but de viser des gens qui pensent déjà, qui se réalisent qu'une transmission d'entreprise est le premier pas vers une pension méritée, bien méritée. Quel est le programme de ce soir? Cette soirée se déroulera en deux parties. Moi, je suis Frédéric de Paul, le gérant de la société Tax-Free. Je commencerai avec un exposé sur les biens immobiliers au sein de votre entreprise. Et puis, après, Michael Werquin prendra le relais. Lui, il traitera le personnel et la transmission d'entreprise. Ce soir, c'est donc le deuxième webinaire. N'oubliez pas que la semaine prochaine, le 15, il y aura le troisième webinaire qui traitera les activités organisées des travailleurs indépendants. Je tiens également à mentionner et remercier nos partenaires. Le support de 18-19 Bruxelles est fortement apprécié. Et je propose qu'on commence. Donc, comme je disais déjà, je suis Frédéric de Paul, le gérant de la société Tax-Free, un conseiller indépendant spécialisé dans la structuration familiale, la planification successorale, la structuration de l'immobilier. Et je souligne qu'on est indépendant, donc indépendant d'une banque, d'un courtier d'assurance et d'une agence immobilière quelconque. Quels seront les thèmes ce soir? On commencerait avec trois thèmes. Donc, dans une première partie, on suppose que vous avez déjà de l'immobilier au sein de votre entreprise et vous vous demandez, tiens, prochainement, je prendrai ma retraite, qu'est-ce que je vais faire avec cet immobilier? Une deuxième approche, un peu l'inverse, c'est de dire, tiens, je prends ma retraite, j'ai une somme d'argent et je veux avoir des revenus supplémentaires et je pense à investir dans l'immobilier afin d'avoir des revenus supplémentaires à côté de ma retraite. À la fin, je vais parcourir avec vous quelques projets spécifiques, quelques formes d'immobilier spéciales qui sont vous parfois proposées. Est-ce qu'il s'agit d'un risque ou est-ce qu'il s'agit d'une opportunité agréable? Évidemment, vous pouvez toujours me demander à la fin du webinaire des questions, pas de souci. Ou vous pouvez adresser vos questions techniques ou personnelles à l'organisateur qui les passera. Commençons avec l'immobilier existant. Donc, vous avez déjà de l'immobilier et votre premier choix possible, votre première idée, c'est de dire, tiens, je vais vendre uniquement l'immeuble, mais je vais le vendre à un tiers. Je cherche un acquéreur et je le vends. Avec je parle à la fois d'une société, si vous êtes organisé en société, ou si vous êtes organisé en entreprise unipersonnelle. Le principe de base, quel est votre bénéfice lorsque vous vendez l'immeuble? C'est simple, soi-disant simple, c'est le prix de vente moins la valeur nette comptable. Et la valeur nette comptable, c'est le prix d'achat historique, le prix d'achat lorsque vous avez, il y a 15 ans, 20 ans, acheté l'immeuble, moins les amortissements qui ont eu lieu depuis. Et en société, c'est simple, ce bénéfice que vous réalisez est soumis à l'impôt des sociétés. Si vous bénéficiez du tarif réduit, c'est 20%, sinon c'est 25%. C'est un taux proportionnel. En entreprise unipersonnelle, par contre, il est soumis à l'impôt des personnes physiques.
qui part d'un taux de 25 et qui atteint assez facilement le taux de 50%. Mais là, heureusement, et on le verra plus tard, il y a deux exceptions majeures, deux exceptions importantes. Souvent, le fait que vous êtes imposé lorsque vous vendez votre immeuble est une mauvaise surprise. Car le fisc, qu'est-ce qu'il se passe? En taxant le bénéfice comptable, le fisc reprend en fait les amortissements historiques, et là, à la limite, on pourrait encore comprendre, mais vous serez également taxé sur la plus-value économique, qui est récemment assez grande. Et souvent, si je conseille des gens, et pour eux, c'est une mauvaise surprise, et la première réaction, c'est de dire « Ah non, si je vends aujourd'hui, je devrais payer un montant énorme d'impôts, je vais attendre. » On ne veut pas payer la facture fiscale, on dit attendons. Mais est-ce qu'il faut attendre? Parce que selon moi, le problème ne va pas se résoudre en attendant. Au contraire, le problème va s'aggraver, car la plus-value économique et la plus-value fiscale, vu les amortissements qui continuent, va s'aggraver, va continuer. Donc, attendre n'est pas vraiment une solution. Je viens de dire qu'il y a deux exceptions. Lorsque en entreprise unipersonnelle, vous vendez uniquement l'immeuble à un tiers, c'est que vous ne payez que 16,5% d'impôts si vous avez déjà fait usage de l'immeuble depuis au moins 5 ans. Ou si vous réalisez cette plus-value lors de la cessation complète de l'entreprise. À ce moment-là, le bénéfice n'est pas ajouté au bénéfice normal, mais il bénéficie d'un taux spécial, d'un taux séparé de 16,5%. Il y a également une bonne nouvelle de la Cour de cassation de juin 2018, où la Cour de cassation a dit qu'il y a une exception pour la plus-value réalisée sur la partie terrain de l'immeuble. Donc, si vous achetez un immeuble, vous devez partager le prix d'achat en une partie terrain et une partie construction. La partie construction, là, il y a les amortissements. La partie terrain reste normalement stable. Eh bien, la Cour de cassation a dit, si vous êtes en entreprise unipersonnelle qui tient une comptabilité simplifiée, vous n'avez dans le passé jamais fait d'amortissement sur le terrain, ni de dépréciation, eh bien, à ce moment-là, la plus-value réalisée sur cette partie-là n'est pas imposée. Donc, jusque-là, les deux exceptions qui sont en pratique très importantes pour les entreprises unipersonnelles. Un deuxième choix possible qui est similaire, mais pas tout à fait le même choix, c'est de dire je vais vendre uniquement mon immeuble, tant en société ou en entreprise unipersonnelle, mais je ne vais pas le vendre à un tiers, mais à un proche. Mon enfant, ma nièce, quelqu'un que j'apprécie. Et là, il faut faire attention au piège de vendre à un prix d'amis. Vous vendez l'immeuble ou votre société vend l'immeuble à votre fils à un prix d'amis, il y a des dangers. Le premier danger, c'est déjà les droits d'enregistrement. 12,5% à Bruxelles. Le fisc et la loi prévoient qu'il faut payer les droits d'enregistrement, pas sur le prix, mais sur la valeur. Donc, même si vous vendez à un prix d'amis, il faut payer des droits d'enregistrement sur la valeur réelle. Si vous vendez comme société à un proche à un prix d'amis, le fisc pourrait dire, tiens, en fait, ce que vous faites, c'est de payer des commissions secrètes. Vous faites croire que c'est un prix raisonnable,
mais la différence entre le prix de marché et le prix d'amis, c'est une commission secrète. Et on va appliquer le régime de la commission secrète. Si ce proche est, par exemple, gérant dans votre société, le fisc pourra dire que la différence, c'est un avantage toute nature, donc une rémunération, et l'imposer comme salaire. Et en entreprise unipersonnelle, on ne peut pas oublier que le fisc peut requalifier, si vous vendez à un prix dérisoire, à un prix très très bas, un immeuble, le fisc pourra dire, vous nous faites croire qu'il s'agit d'une vente avec le droit d'enregistrement lié aux ventes, mais ce que vous faites, c'est une donation et on va appliquer le taux des donations. Donc là, c'est un risque, c'est 4 risques liés à vendre à un proche à un prix d'amis. Troisième choix que vous pouvez faire si vous avez un immobilier existant, c'est de dire, voilà, je ne vends pas uniquement l'immeuble même, mais je vends tout. Et tout, ça veut dire le fonds de commerce inclus. Vous vendez tout. Ou bien vous vendez l'immeuble et la clientèle, ou bien vous vendez les actions, toutes les actions de l'entreprise. Si vous vendez tout, pour la partie vente de l'immeuble, le régime est le même que pour la vente isolée de l'immeuble uniquement. Et pour la vente de la clientèle, sur la plus-value, il y a 3 taux possibles. C'est un régime assez compliqué, mais on peut dire en général qu'il y a 3 taux possibles, 16,5, 33, mais également le tarif progressif peut être d'application, donc qui peut aller jusqu'à 50%. Là, il faut faire attention au panachage du prix de vente et dire, voilà, je vends pour 100 et 95, ça reflète l'immeuble et 5, la clientèle. Là aussi, le fisc peut requalifier, donc il faut faire attention à l'optimisation totale du prix de vente. Vous pouvez faire, donc vous dites, tiens, je vends tout et vous êtes organisé en société. Qu'est-ce que ça veut dire vendre tout? Ça veut dire toutes les actions de votre entreprise. Et ce que vous faites à ce moment-là, même si au sein de l'entreprise, il y a de l'immeuble, vous ne vendez pas. Ah, je ne vois. Tiens. Oh. Apparemment, on est passé à la fin. Voilà, on est là. Vendre, donc vous vendez tout, les actions de votre entreprise, même si votre entreprise a elle-même des immeubles, vous ne vendez pas des immeubles. Vous vendez des actions, c'est des biens meubles. Bonne nouvelle, première instance, bonne nouvelle, sur la vente de biens meubles, il n'y a pas de droit d'enregistrement. Deuxième bonne nouvelle, vous vendez des actions avec une plus-value. Vous ne vendez pas les immeubles, vous vendez les actions de votre société. La plus-value est en principe, en général, sauf si vous faites vraiment de la spéculation, exonérée d'impôts. Donc, 2 fois, une très bonne nouvelle. Il faut se demander s'il n'est pas trop beau pour être vrai, et selon moi, c'est le cas. Selon moi, ça peut être une fausse bonne idée, car vous passez le coût fiscal latent, vous le passez à l'acquéreur. C'est lui qui aura les actions avec les immeubles amortis, avec une plus-value énorme. Donc, c'est lui qui, un jour, devrait payer les impôts. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenir compte de ce coût fiscal futur en déterminant le prix d'achat de vos actions. Donc, indirectement, vous payez quand même la facture fiscale car le prix de vente sera plus bas. Deuxièmement,
l'acquéreur, il y aura moins de candidats parce que l'acquéreur, qu'est-ce qu'il achète? Il n'achète pas un immeuble, il n'achète pas un fonds de commerce, il achète des actions. Et l'action n'est pas, les actions qu'il achète, c'est pas un actif que lui, l'acquéreur, peut amortir. Troisième souci, l'acquéreur, s'il a besoin d'un prêt, d'un financement externe, pour un fonds de commerce, pour un immeuble, on peut faire assez facilement des prêts auprès des banques. Pour le financement, l'achat des actions, c'est déjà plus compliqué. Donc, ça peut paraître à première vue une très bonne idée de vendre les actions, mais faites attention parce que le résultat fiscal ou le résultat économique peut être moins agréable. Quatrième choix, vous dites je ne vais pas vendre l'immeuble ou je ne vais pas vendre mon entreprise, je vais donner, je vais faire une donation. Déjà, une société ne peut pas faire une donation, donc la société dont vous êtes actionnaire, elle-même ne peut pas donner un immeuble, par exemple, à votre fille. Elle ne peut pas faire ça. Ce que c'est possible, c'est que l'actionnaire lui-même donne ses actions. Et indirectement, les immeubles passent d'une génération à l'autre. Évidemment, un propriétaire qui est organisé en entreprise unipersonnelle, il peut toujours donner son patrimoine, même s'il est affecté en entreprise, car c'est lui le propriétaire. Si vous voulez donner, vous savez tous qu'on habite dans un pays compliqué et les droits de donation, la fiscalité des donations, c'est devenu une matière régionale. Donc, c'est la Flandre, Bruxelles et la Wallonie qui déterminent le sort fiscal de la donation. Et le critère qui compte, c'est la résidence du donateur. C'est tout ce qui compte. Donc, vous habitez en région bruxelloise, vos enfants habitent au Canada, le siège social de votre société est à Vilvoorde et les terrains que la société détienne se trouvent à Tubize, c'est le régime bruxellois qui sera d'application. Seule la résidence du donateur qui compte. Et ce soir, pour cette formation, je vais me baser sur le régime bruxellois. Vous dites, tiens, j'habite à Bruxelles et je vais donner un immeuble. Je vous ai mis les tarifs, le tarif normal, les tarifs normaux pour des biens immeubles en ligne directe, donc entre partenaires ou entre parents, enfants, grands-parents, petits-enfants. Et vous voyez qu'assez facilement, on arrive à des taux de 18%. C'est pour des biens immeubles à Bruxelles. Le donateur habite à Bruxelles. Pour des biens meubles, par exemple des actions ou de l'argent, le tarif n'est plus progressif, donc il ne vaut plus que vous donnez, plus que vous payez. Non, c'est un tarif unique, un tarif proportionnel de 3%. Et j'ai également une très bonne nouvelle, c'est que parfois, Bruxelles est un paradis fiscal. Vous ne me le croyez pas, mais c'est vrai, Bruxelles peut être un paradis fiscal parce qu'il y a un tarif exceptionnel qui est de 0 pour la transmission d'une entreprise familiale ou les actions d'une société familiale. Donc, vous les donnez et le tarif officiel en toute légalité est 0%. Donc, c'est un cadeau fiscal énorme. Mais évidemment, ce cadeau fiscal a des conditions et il faut déjà, ça paraît évident, qu'il s'agisse d'une entreprise familiale. Et puis, j'ai repris la définition légale de l'ordonnance bruxelloise. Qu'est-ce qu'il est une entreprise familiale?
ben, c'est une entreprise industrielle, donc la définition est très large, commerciale, artisanale, agricole, également une profession libérale, exploitée personnellement par le donateur ou son partenaire, donc ou, c'est pas et, c'est ou, un des deux suffit, en collaboration avec d'autres personnes, ça veut dire avoir des membres de personnel n'est pas un problème afin de pouvoir bénéficier de ce tarif zéro. Il faut uniquement préciser que le mot partenaire à Bruxelles, ça veut dire un époux. Donc, ils sont mariés, il y a un mariage civil ou une cohabitation légale. Une cohabitation de fait ne remplit pas les conditions à Bruxelles. Donc, un cohabitant de fait n'est pas considéré comme un partenaire. Quelles sont les conditions liées aux immeubles de l'entreprise familiale que vous voulez donner? Vous pouvez donner la pleine propriété, la nue propriété ou l'usufruit. Donc, le droit réel que vous donnez n'a pas d'importance. Il faut que les immeubles soient investis par le donateur ou son partenaire dans l'entreprise familiale. Et, très importante, à Bruxelles, les immeubles ne doivent pas être affectés ou destinés principalement à l'habitation. À ce moment-là, ces immeubles sont exclus. Donc, c'est ou bien l'affectation ou bien la destination. Un des deux, et c'est exclu. Donc, à la limite, si vous avez un garage de voitures et vous exposez vos voitures dans une maison privée, une maison destinée, le rez-de-chaussée est destiné à l'habitation, si c'est déjà possible, l'immeuble est exclu. Mais qu'est-ce qu'il y a une société familiale? Quelle est la définition des actions d'une société familiale? Le principe de base, c'est que 50% des actions soient détenues en pleine propriété. Ça, c'est important. Donc, les actions doivent être détenues en pleine propriété par le donateur et sa famille. Et heureusement, la définition légale de famille est très large et ça va même jusqu'aux nièces et neveux. Et le fisc est même très souple si vous détenez avec deux familles, vous vous êtes regroupés en deux familles, si les deux familles détiennent 70%, ça passe toujours. Et même s'il y a trois familles, si les trois familles ensemble, ajoutées, détiennent 90%, les familles peuvent donner les actions avec le tarif de 0%. Même une société holding qui elle-même détient au moins 30% d'une société familiale, la condition est respectée. On peut donner les actions du holding au tarif réduit au tarif de 0%. Est-ce qu'il y a des conditions liées aux immeubles détenus de la société familiale dont on va donner les actions? Il n'y a pas une restriction directe, donc il ne faut pas que les immeubles que la société détienne ne soient pas affectés ou destinés à l'habitation, mais le fisc a quand même essayé d'éviter qu'on passe des actions d'une société patrimoniale au tarif de 0%. Et le fisc l'a fait avec une présomption. Le fisc dit, tiens, si on va voir le bilan de la société, on va étudier le bilan de la société, et si les rémunérations sont moins que 1,5% des actifs totaux, et si les terrains et constructions sur le bilan représentent plus que 50% des actifs totaux, le fisc croit, assume qu'il ne s'agit pas d'une activité réelle et que la société
ne remplit pas les conditions afin de pouvoir bénéficier du taux de 0%. Évidemment, vous pouvez toujours donner au taux normal de 3%, mais le tarif de 0% est exclu. Il faut souligner que rémunération, c'est les rémunérations des membres du personnel. Ce n'est pas le salaire du gérant, n'y est pas inclus. Donc, il faut, avec un contrat de travail, il faut qu'il s'agisse des collaborateurs avec un contrat de travail. Mais, même si les deux conditions ne sont pas remplies, on peut prouver au fisc, on peut prouver le contraire et on peut dire, malgré le fait que mes rémunérations ne dépassent pas les 1,5% et que mes terrains à construction dépassent 50%, j'ai quand même une activité réelle. Donc, on peut prouver le contraire, ce qui est une bonne nouvelle. Quelles sont les conditions quant aux activités de l'entreprise après la donation? Je donne les actions de mon entreprise familiale à mes enfants. Est-ce que mes enfants peuvent faire ce qu'ils veulent? Non, à Bruxelles, il faut poursuivre la même activité pendant 3 ans. Et c'est important de souligner la même activité. Par exemple, dans la loi flamande, par négligence, on a mis une activité et pas la même activité. Et donc, en Flandre, on peut changer l'activité après la donation. À Bruxelles, ce n'est pas permis. Et ce qu'on ne peut pas faire, c'est de dire, voilà, on va affecter l'immeuble qui avait une destination commerciale, on va l'affecter à l'habitation, principalement à l'habitation, dans les 3 ans qui suivent la donation. 2 détails souvent oubliés. La loi ne connaît aucune condition quant au statut du donataire. Il ne faut pas que le donataire soit, entre guillemets, familial. Il peut très bien que le donateur soit votre voisin, un collègue, c'est permis. Et qui poursuit l'activité n'a pas d'importance non plus. Puis j'arrive à un slide très important, c'est que la donation, et c'est plutôt du point de vue civil, donation, il y a 3 pièges qu'on oublie souvent. On est aveuglé par le tarif de 0% ou le tarif de 3%, et on dit voilà, je vais donner, et sans réfléchir, on fait une donation standard. Ce qui n'est pas permis si vous avez donné les actions de votre société familiale, vous perdez le tarif de 3%, donc rétroactivement, vous passez l'acte maintenant à 0%, mais si vous diminuez le capital, et je sais que ça n'appelle plus une diminution de capital, mais je l'appelle quand même, si vous faites une diminution du capital en déant les 3 ans qui suivent la donation, rétroactivement, vous perdez le tarif de 0% et il faut payer quand même 3%. Il faut donc en réalité, et c'est souvent oublié par les experts comptables, il faut faire attention au paiement des réserves de liquidation qui sont dans la société depuis 4 ans, qui sont entre guillemets libérées dans 1 an et sans réfléchir, on les paye, le fisc contrôle et il vient réclamer les 3%. Un piège fiscal souvent négligé. Il y a encore 2 pièges civils majeurs, et je parle vraiment, j'ai mis bombe atomique, mais c'est une bombe atomique. C'est que je vois souvent dans la pratique que les notaires, par négligence, font automatiquement une donation avec réserve d'usufruit. Parce qu'ils croient que le donateur est bien protégé. Mais qu'est-ce que prévoit la loi? Par exemple, je vais donner mes actions d'entreprise à mon fils. Les actions valent aujourd'hui 1 million d'euros.
je les donne avec réserve d'usufruit aujourd'hui et le même jour, je donne 1 million d'euros à ma fille. Lors de mon décès, c'est à mon fils et à ma fille de rapporter ces deux donations, donc de faire un décompte entre eux. Et quelle est la valeur qui compte? La valeur qui compte, c'est la valeur lors du décès. Donc, j'ai donné l'argent en pleine propriété à ma fille. Elle doit rapporter le montant de la somme reçue indexé jusqu'à mon décès. Mon fils, par contre, il doit rapporter à la valeur lors de mon décès de ses actions. Donc, si lui, par son travail, a fait augmenter énormément la valeur de ses actions, sa sœur pourra lui réclamer la moitié. C'est un piège civil auquel des notaires qui font du copier-coller des actes précédents ne pensent pas toujours. Deuxième piège civil, certainement dans des familles récomposées et souvent négligées également, c'est que la loi, depuis 2018, a prévu un usufruit successif automatique du conjoint survivant. Moi, je suis propriétaire seul de ma société, de mes actions de ma société, et je donne les actions avec réserve d'usufruit à mes enfants. Lors de mon décès, l'usufruit sur les actions, et l'usufruit sur des actions de société, ça veut dire droit de vote à l'Assemblée générale, mais également des dividendes. Donc, l'usufruit passe automatiquement à mon conjoint, par la loi. Même si je suis marié sous les régimes de séparation de biens, même si j'avais les actions avant mon mariage, et même si mon conjoint survivant n'est pas le parent de mes enfants. C'est une bombe atomique au sein des familles recomposées qui oublient souvent ce détail. Il y a des enfants qui se retrouvent avec l'usufruit des actions d'un parent chez une belle-mère ou un beau-père. Il y a des solutions, mais il faut y penser. Et moi, je vois dans la pratique que souvent, il y a une négligence, on est aveuglé par le régime fiscal et on oublie les astuces civiles. Cinquième choix, donc vous avez déjà de l'immobilier existant au sein de votre entreprise unipersonnelle ou vous avez des actions d'une entreprise familiale qui détient elle-même des immeubles et vous décidez de ne rien faire. Vous dites, je ne fais rien, je garde, je reste comme ça. Un jour, les immeubles ou les actions que vous détenez toujours tomberont dans votre succession. Et là, on passe des droits de donation aux droits de succession. Et à Bruxelles, le tarif le plus élevé est 80%. C'est plutôt une confiscation. Pour les droits de succession, le fisc a prévu également des tarifs réduits pour les entreprises et les sociétés familiales. Donc, un tarif proportionnel de 3% en ligne directe et de 7% pour les autres. Mais, très important, souvent oublié, si vous prenez votre retraite et vous êtes en entreprise unipersonnelle, vous ne pouvez plus, vos héritiers ne pouvons plus bénéficier du tarif de 3% parce que par principe, comme vous avez pris la retraite, l'immeuble ne sera plus investi dans votre entreprise unipersonnelle. Donc, c'est un point d'attention très important. Passons à la deuxième partie. Donc, jusqu'à présent, on a traité la situation dans laquelle vous avez déjà de l'immobilier. Passons au projet d'acheter un immobilier de rapport. Et le premier choix possible ou le premier choix automatique,
c'est de dire, tiens, je veux investir dans l'immobilier afin d'avoir des revenus supplémentaires, je vais acheter la pleine propriété. Je fais rien de spécial, j'achète la pleine propriété. À ce moment-là, vous avez l'avantage du contrôle total. Vous avez un droit réel absolu sur le bien et vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez à tout moment vendre, donner ou mentionner cet immeuble dans votre testament. Vous touchez également le loyer. Comme vous êtes propriétaire, plein propriétaire, le loyer vous serait imposé en impôt des personnes physiques et ça dépend de l'utilisation du locataire ou bien c'est le revenu cadastral majoré de 40%, si le locataire utilise l'immeuble comme domicile. Si c'est un locataire professionnel, vous êtes imposé sur base des loyers réellement reçus. Comme propriétaire, vous payez le précompte immobilier et des avantages revers la médaille lors de votre décès. Comme vous avez acheté la pleine propriété, cet immeuble fera intégralement partie de votre succession. Et qui dit succession, dit droit de succession allant à Bruxelles de 3 à 80%. Petite parenthèse, petit intervalle. Si on réfléchit à la question, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une retraite réussie? Est-ce qu'il faut avoir de la propriété ou est-ce qu'il faut avoir de revenus? Pour utiliser un cliché, est-ce qu'il faut avoir un noble avec un château énorme ou est-ce qu'il faut être un instituteur à la retraite qui bénéficie d'une retraite d'État? Et selon moi, il faut des revenus. Et c'est un peu contre-intuitif et les gens pensent souvent, première vue, afin d'avoir de revenus, il faut de la propriété. Et ce n'est pas toujours le cas. Et ça peut changer la donne. Parce qu'on peut organiser une structure qui permet d'avoir de revenus sans avoir une propriété. Et qui dit manque de propriété, dit également que cette propriété ne figurera plus jamais dans votre succession. Et je vais parcourir avec vous quelques structures qui répondent à ce besoin-là. Deuxième choix possible, au lieu d'acheter la pleine propriété, vous dites j'achète l'usufruit, ça veut dire je peux l'utiliser jusqu'à la fin de mes jours et vos proches, vos enfants, vos nièces et neveux, vos petits-enfants achètent la nue propriété, c'est-à-dire ils achètent les briques en attendant votre décès. Le contrôle juridique est partiel parce que vous ne maîtrisez que l'usufruit. Théoriquement, vos proches, vos enfants peuvent vendre la nue propriété et vous vous voyez confronté avec un nouveau propriétaire, un nouveau nu propriétaire. Mais c'est de la théorie, car en pratique, il n'y a personne qui va acheter la nue propriété d'un bien immeuble où l'usufruit est toujours basé sur la vie d'un tiers qu'il ne connaît pas. Donc, malgré le fait que vous n'avez aucun contrôle juridique très strict, vous avez un contrôle économique assez large. Évidemment, si vous avez acheté l'usufruit et vos enfants, par exemple, la nue propriété, 3 ans plus tard, il y a le voisin qui vient frapper à la porte et qui vous fait une très bonne offre pour l'achat de l'immeuble. Mais vous lui dites, tiens, moi je peux vous vendre ce que j'ai, c'est-à-dire l'usufruit. Je peux demander mes enfants de vous vendre la nue propriété, mais je ne peux pas les obliger. Si ça, c'est votre idée de pouvoir toujours vendre le tout, il y a une solution. Vous pouvez demander à vos enfants, dès l'achat, un mandat de vente. Donc, si jamais
le voisin, où il y a un candidat acquéreur qui est prêt à donner un prix fou, que vous pouvez vendre au nom et pour le compte de vos enfants. Évidemment, il faut partager le prix, mais vous pouvez déjà décider de vendre. Comme usufruitier, vous touchez le loyer, comme plein propriétaire. Les impôts, le fisc vient frapper chez vous parce que vous avez les revenus, donc il vient vous voir, pas le nu propriétaire. Vous payez également le précompte immobilier, mais grand avantage, lors de votre décès, cet usufruit s'éteint. Et c'est considéré comme l'usufruit s'éteint. Ce n'est pas un transfert de patrimoine. Il n'y a rien qui se transfère. Et la logique respectée par le fisc, comme il n'y a pas de transfert de patrimoine, on ne va pas imposer. Parce que lors du décès, il n'y a rien qui se passe. L'usufruit ne fait pas partie de la succession. Donc, c'est un avantage majeur d'avoir une structure usufruit nue propriété, car lors de la fin de l'usufruit, il ne faut pas payer des impôts, ce qui est un avantage majeur, certainement à Bruxelles. Vous dites, tiens, monsieur De Pau, c'est une bonne idée, organisez-le, mais petit souci, en fait, un grand souci, mes enfants n'ont pas l'argent nécessaire afin d'acheter cette nue propriété. Il y a une solution. La veille de l'achat, les parents donnent l'argent aux enfants afin de leur permettre d'acheter la nue propriété. Et là, vous avez le fameux choix de dire, tiens, je donne de l'argent à mes enfants. Est-ce que je vais mettre au courant le fisc que j'ai donné de l'argent? Et le choix, disons, d'aller voir le fisc et de dire, tiens, j'ai donné de l'argent, ce choix est tout à fait légitime. Ça n'a rien à voir avec de la fraude fiscale ou de l'évasion fiscale. C'est un choix légal. En fait, ce que vous faites, c'est de participer à un pari. Vous dites au fisc, si vous dites au fisc, j'ai donné de l'argent, le fisc va dire, voilà, on va appliquer tout de suite des droits de donation, mais des droits de donation qui sont définitifs et libératoires, et qui sont à Bruxelles 3% en ligne directe, 7% pour les autres. Vous donnez de l'argent à vos enfants, vous allez avertir le fisc vous demande 3%, vous pouvez décéder le lendemain, le fisc ne revient jamais, c'est libératoire. Ou bien vous dites, je vais prendre le risque et je donne de l'argent à mes enfants afin de pouvoir acheter la nue propriété et je ne vais pas mettre au courant le fisc. Et là, il y a le fameux pari de survie de 3 ans. Si vous passez ce délai, le fisc dit, voilà, c'est passé, on n'en parle plus jamais. Donc, plus jamais on va vous demander des droits de succession ni des droits de donation. Donc, vous arrivez à passer un patrimoine à zéro. Mais si vous perdez le pari, on est moins sportif, on va réclamer des droits de succession de 3 à 80%. Donc, c'est un risque majeur, c'est un jeu qu'on joue. Il faut un peu nuancer ce jeu, car même si vous partez avec l'idée d'accepter le pari, et dans les 3 ans qui suivent, vous croyez ou vous êtes certain de ne pas survivre ces 3 ans par une mauvaise nouvelle médicale, vous pouvez changer d'avis et aller voir le fisc et dire, monsieur le receveur, je viens de changer d'avis, voici mes documents et il vous imposera encore à 3%. Une deuxième nuance, c'est que vous pouvez prendre une assurance privée, une couverture décès afin de prendre ces risques. Vous dites, tiens, je vais prendre le risque, j'épargne 3% ou 7%, et si jamais il y a un décès dans les 3 ans, il y a la compagnie d'assurance qui va payer le fisc. Et si la prime d'assurance
est moins élevé que les 3%, vous faites une bonne affaire. Dans ce cas-ci, il faut souligner que le fisc bruxellois et wallon a dit que si vous faites ça, vous donnez de l'argent afin de permettre à vos enfants, aux nièces, aux voisins d'acheter la nue propriété, il faut absolument que vous donniez tout l'argent nécessaire avant le compromis et pas avant l'acte devant notaire. C'est une circulaire du fisc, ce n'est pas prévu dans la loi. Selon moi et selon beaucoup de juristes fiscalistes, cette circulaire ne tient absolument pas la route parce que la circulaire qui est émise par le fisc même, par l'administration, ajoute des conditions qui ne sont pas prévues dans la loi. Donc pour moi, ça ne vaut rien. Malheureusement, cette circulaire sera appliquée par le receveur. Si vous dites troisième choix possible pour l'immobilier de rapport que vous allez acheter, c'est de dire oui, l'histoire de l'usufruit, c'est un peu compliqué, il faut valoriser l'usufruit parce que combien ça vaut? J'achète un appartement, j'achète l'usufruit, j'ai 60 ans, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut le loyer futur qui dépend de mon espérance de vie. Je n'ai pas envie de faire le calcul, je n'ai pas envie d'avoir des discussions avec le fisc. Je donne de l'argent à mes enfants et mes enfants achètent la pleine propriété de l'immeuble. Donc, dans un premier temps, moi, je n'ai aucun contrôle. J'ai donné mon argent, et je n'achète pas d'immeuble. Donc, je n'ai plus rien comme contrôle. Le seul risque que je cours, j'ai donné de l'argent, c'est le pari de 3 ans. Et mes enfants font avec l'argent ce qu'ils veulent. Et si je dis, tiens, je vous donne de l'argent, mais il faut que vous achetiez un immeuble, le lendemain, ils peuvent vendre l'immeuble. Donc, ça a l'air de diminuer votre sécurité. Mais là aussi, il y a des solutions. Une solution très simple afin d'avoir un contrôle de fait, c'est de faire acheter 90% par l'immeuble par vos enfants avec l'argent qu'ils ont reçu la veille et d'acheter 1% vous-même. Théoriquement, vos enfants peuvent vendre les 90% le lendemain sans que vous le sachiez. Mais c'est de la théorie, car dans le monde actuel, il n'y a personne qui va acheter 90%. Si moi j'achète un appartement, je veux 100%. Donc, vous pouvez organiser un contrôle de fait qui est très fort en achetant dans la proportion 99 à 1%. Évidemment, si vous donnez 90%, si vos enfants achètent 90% de l'immeuble, ils ont droit à 90% du loyer. Et donc, vous manquez le but principal d'investir, c'est un revenu supplémentaire. Là aussi, il y a une solution. On peut organiser une solution et c'est une solution que j'applique souvent. C'est de dire, tiens, je vais donner de l'argent à mes enfants, mais avec une charge, pas avec réserve d'usufruit, mais avec une charge. Et je vous dis, chers enfants, je vous donne de l'argent à condition que vous me payez chaque mois 700 €. Et par un hasard formidable, ces 700 € correspondent au loyer futur de l'appartement que mes enfants vont acheter. Et là, la donation, c'est un contrat entre parents et enfants, et on peut conclure ce qu'on veut. Je peux dire, tiens, les 700 € par mois seront indexés ou les 700 € seront divisés en deux si jamais ma femme décéderait. Ou les 700 € resteront 700 € même après le premier décès d'un parent. Donc là, la liberté totale. Si vous voulez acheter de l'immobilier de rapport dans le futur, vous pouvez organiser ce que vous voulez. Pour terminer, la troisième partie, c'est la partie concrète. Si jamais il y a
des gens qui vous offrent un investissement immobilier spécial, qu'est-ce qu'on peut attendre? Et si je vérifie un peu l'approche commerciale souvent utilisée par des agences immobilières, c'est une approche commerciale en 4 étapes. En 4 étapes. On lance un nouveau projet, on invite des gens avec une réception et l'approche commerciale, l'histoire qu'on raconte à 4 étapes. La première étape, et là on s'adresse souvent aux hommes dans la salle, c'est de dire « Ah, cher monsieur, un compte d'épargne, ça ne rapporte plus rien. » Et tous les hommes dans la salle, oui, c'est vrai, un compte d'épargne, ça ne rapporte plus rien. Deuxième étape, et là on se dirige dans la pratique souvent vers les femmes, ah, la bourse, elle est dangereuse. Et toutes les femmes dans la salle tremblent de peur, car c'est vrai, la bourse, elle est dangereuse. Troisième étape, ah, vous allez investir dans l'immobilier, c'est des briques, c'est stable, c'est sûr et certain, vous n'avez aucun risque. Et quatrième étape de l'approche commerciale de la vente, c'est de dire, ah, moi, je vais vous offrir cet immeuble, cet investissement dans de l'immobilier. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce fusée à 4 étages, de ces 4 étapes? Déjà, le compte d'épargne ne rapporte plus rien, c'est vrai, mais selon moi, ça a toujours été vrai. Car c'est uniquement récemment que les journalistes disent, ah voilà, vous avez un taux d'intérêt de 1,10, il y a l'inflation de 2%, vous perdez 1,9 par an. Il y a 10 ans, le compte d'épargne rapportait 4%. À cette époque-là, l'inflation était de 3%. Il y a 10 ans, il n'y avait aucun journaliste qui disait vous avez 4%, ah, mais il y a l'inflation de 3%, donc en fait, vous n'avez qu'1%. Donc, c'est relatif. Deuxième étape, la bourse, oui. Est-ce que c'est un risque ou est-ce qu'il y a une volatilité? Selon moi, il y a une volatilité. Ça change, ça diminue, ça monte, mais est-ce qu'on peut parler d'un vrai risque? Troisième étape, vous êtes sûr et certain, vous avez des briques. Le fait que l'immobilier ne peut pas descendre en valeur n'est pas une loi économique. Il n'y a aucune loi économique qui prévoit que le prix de l'immobilier ne peut jamais descendre. Ce n'est pas le cas. Et quatrième étape, il y a en achetant de l'immobilier, pour l'instant, aucune protection pour le consommateur. Si vous achetez un plan d'épargne chez votre banquier de 25 € par mois, vous devez acheter trois documentations, vous devez signer 3 formulaires et on vous donne des fiches financières, des fiches de produits, des fiches fiscales, risques, scénarios positifs, tout, vous êtes bien protégé pour 25 € par mois. Mais si vous achetez 3 appartements dans un nouveau projet, il faut uniquement présenter votre carte d'identité. Vous êtes mal protégé pour l'instant. Ça, il faut bien se réaliser. Il y a un choix pour l'instant très large d'immobilier que moi j'appelle spécial. Je vois un photographe proposer à un investisseur particulier. J'ai vu des chambres d'hôtel, des codes d'étudiants, des emplacements parking, des parcs vacanciers, même des chambres dans une résidence de service. On vous offre tout. Première réflexion est souvent oubliée, et je le vois toujours souvent oublié, lors de l'entrée, il faut déjà penser à la sortie. Si vous allez faire un investissement en actions, en obligations, en bitcoin, en lingots d'or, en immobilier, peu importe, il faut toujours penser à votre sortie. Il y a un jour où vous allez dire, tiens, je vais vendre mon investissement afin d'avoir des sous,
afin d'avoir des euros pour pouvoir dépenser. Et il faut déjà prévoir cette sortie. Et il faut se demander, est-ce qu'il y aura un second marché? Est-ce que dans 7 ans, il y aura un acheteur de ma chambre d'hôtel? Est-ce qu'il y aura un marché vivant, liquide, d'un chalet dans un parc de vacances? Moi, je ne le sais pas. Le second marché n'est pas encore développé. Deuxième point très important, c'est que pour l'immobilier classique, et je parle d'une maison, d'un appartement classique, vous avez un atout majeur. C'est un investissement que vous pouvez vendre à quelqu'un qui a de l'argent, comme des actions, des obligations du Bitcoin, mais également, et c'est exceptionnel, à quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais qui peut avoir un prêt bancaire. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais qui a un revenu, un salaire, il peut acheter votre investissement en immobilier classique. Donc, le nombre de candidats potentiels acheteurs est énorme. Et pour l'immobilier spécial, les banques disent non. Les banques n'octroient pas de prêts hypothécaires afin d'acheter une chambre d'hôtel ou un emplacement de parking. Et donc, votre nombre de candidats acheteurs à la sortie n'est pas aussi vaste. Là, c'est souvent oublié. Il y a également souvent risque d'exploitation. Vous achetez une chambre d'hôtel, vous achetez un emplacement parking. Qu'est-ce que vous allez faire si Vinci dit on ferme le parking? Qu'est-ce que vous allez faire, si Ibis dit on ferme l'hôtel? Vous êtes propriétaire d'une chambre d'hôtel, déjà en copropriété avec un syndic. Qu'est-ce qu'on va faire? Un risque énorme. Et ce n'est pas toujours un risque de faillite, mais également un risque d'une boîte internationale qui dit voilà, la Belgique, le marché des hôtels belges ne nous intéresse plus. On ferme tous nos hôtels. C'est un choix possible. Là, selon moi, c'est un risque majeur que vous perdez tout votre investissement. Vous dépendez d'un tiers et vous n'avez pas assez de contrôle sur le choix qu'il fera. Le temps passe vite et dans deux sens parce que je vois que j'ai déjà presque 1 heure. Un petit cours d'histoire, une cabine téléphonique. Si j'avais acheté début des années 90 la licence de toutes les cabines téléphoniques en Belgique de Belgacom, quel serait mon sort à l'heure actuelle? Je crois que mes licences ne valent plus rien. Je prends cet exemple pour faire le lien avec les codes d'étudiants. Vous achetez aujourd'hui un code d'étudiant, il se peut très bien que dans 20 ans, le concept d'un code d'étudiant est complètement révolu, que le concept d'aller à l'université, d'assister physiquement aux cours, c'est complètement révolu et que vos enfants vont dire tiens, mais c'est pas possible, vous allez à un cours dans le passé. Et donc, à ce moment-là, la demande des codes d'étudiants s'évanouit. Et n'oublions pas que dans la plupart des villes belges, on ne peut pas mettre son domicile dans un code d'étudiant. Donc, le marché de vente et de location est très réduit et peut devenir zéro si le concept de passer son temps à l'université physiquement est révolu. Deuxième cours d'histoire, vous reconnaissez l'image, la chute du mur de Berlin. Qu'est-ce que je veux dire là? Improbable n'est pas impossible. Le mur est tombé en 89. Si moi j'avais dit en 85, lors d'une conférence comme celle-ci, moi je crois que dans 5 ans, à des investisseurs qui voudraient acheter des immeubles à Bonn, la capitale de l'Allemagne
de l'Ouest, si j'avais dit, tiens, dans 5 ans, l'Allemagne sera réunie et Berlin sera à nouveau la capitale, on m'avait mis dans un hôpital psychiatrique. Si je dis aujourd'hui, dans 10 ans, la Commission européenne sera à Prague et l'OTAN sera à Varsovie, on fera la même chose. Mais ce n'est pas improbable. Ce que je veux dire, si vous investissez dans des immeubles qui sont destinés à un marché niche, à un marché très particulier, faites attention à l'histoire. Parce que si jamais l'OTAN et la Commission européenne ne se retrouvent plus à Bruxelles, il y aura une chute énorme de demandes. Les résidences de service, le bail de location des résidences de service n'est pas régi par la même législation que le bail des résidences principales. C'est souvent oublié. Et les investisseurs qui achètent une chambre dans une résidence de service ont un peu l'idée que si jamais il aura besoin, ils peuvent aller habiter dans cette chambre ou dans cette partie. Et selon moi, on ne peut pas garantir ça, car on a évité qu'on peut, du point de vue juridique, qu'on peut résilier le contrat. Il n'y a pas de contrat direct entre le propriétaire et les résidents. Ça passe par l'organisme, l'exploitant, afin de protéger la personne qui habite sur place. Et je sais que dans la pratique, il y a des contrats où on essaye de mettre la pression sur les résidents qu'ils partent. Si le propriétaire frappe à la porte et dit, voilà, vous avez habité 19 ans dans ma chambre, dans la résidence de service, je me sens mal, je viens vous chasser et je viens m'installer moi-même. Juridiquement, selon moi, c'est impossible, mais il faut également se poser la question du point de vue éthique. Est-ce qu'on est vraiment comme investisseur capable de chasser quelqu'un qui a toujours payé son loyer à un âge très haut de son domicile? C'est éthique, plutôt éthique que juridique. Pour l'immobilier spécial, n'oublions pas la règle de base et la règle d'exception pour les impôts. La règle, souvent on croit, je loue un immeuble, je suis imposé selon la base du revenu cadastral majoré de 80%. C'est un malentendu, c'est l'exception. C'est l'exception, c'est pas la règle. La règle, c'est que vous êtes imposé sur base du loyer réellement reçu et que c'est à vous de prouver au fisc que vous avez loué à un particulier qui y habite. La charge de preuve est chez vous. Ce que je vois dans la pratique, c'est qu'il y a des bureaux qui vont organiser des locations pour vous et qui louent à des entreprises et qui ne fassent pas toujours un contrat ou qui ne font pas toujours enregistrer ce contrat de bail. Et 2 ans plus tard, il y a votre receveur, votre contrôleur qui vous demande, tiens, prouvez-moi que vous avez loué à des particuliers. Et à ce moment-là, l'occupant est déjà parti et vous êtes dans l'embarras. Je l'ai déjà vécu à plusieurs reprises. Dernière slide de ma présentation. Je vous ai parlé surtout des choses qui peuvent tourner mal. Mais bon, si je vous raconte des histoires qui se terminent toujours d'une façon positive, à quoi sert ce webinaire? Mais ça ne veut pas dire que l'immobilier ne donne pas d'opportunités, selon moi, très attirantes d'investir afin d'ajouter un revenu à votre retraite. Et je termine avec un peu de pub pour moi-même. De toute façon, faites-vous assister par un expert indépendant. Et je voudrais
vous remercier de votre attention appréciée et avec plaisir, je passe la parole à Michael. Michael, à toi. Parfait. Merci Frédéric. C'était très clair et on voit une réelle pratique et une plus-value dans le conseil. Pour ma part, je travaille en tant que juriste au sein du Centre de connaissances Payroll Service de Liantis, groupe et partenaire de ressources humaines. Et je vais vous parler aujourd'hui, ou plutôt en cette fin d'après-midi ou ce soir, la question du sort du personnel à réserver lorsque l'on pense tout doucement à sa pension. Dès aujourd'hui, penser à demain, eh bien oui, les choses doivent être planifiées avant toute difficulté éventuelle. Alors, le contenu, je vais essayer d'avoir une approche et j'ai la chance que je vais vous parler de la réglementation belge. Je vais vous parler essentiellement de la CCT 32 bis. CCT, dans mon jargon, c'est la convention collective qui a été rendue obligatoire par arrêté royal et donc à force de loi, qui nous vient du droit européen. Et on va aller sans plus attendre dans le vif du sujet avec la question du transfert conventionnel d'entreprise avec changement d'employeur. Que dit cette CCT 32 bis, ou en tout cas, quel est son objet? Elle vise au respect, au maintien des droits du travailleur en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise. Et elle règle par ailleurs une autre situation que l'on ne va pas aborder, qui est celle de la reprise d'actifs après faillite. Donc on va ici, je ne vais pas faire un cours de droit, c'est pas l'objet, parler de cette convention 32 bis et voir comment elle est appliquée puisqu'elle nous vient du Conseil national du travail belge. Elle est dérivée du droit européen, donc je ferai quelques détours par le droit européen, et elle date de 85, donc on a quand même pas mal d'applications à ce sujet, et c'est vrai qu'au secrétariat social Liantis, on a régulièrement des questions à ce sujet, et j'en avais également quand j'étais auparavant avocat à Bruxelles. Alors, le maintien des droits des travailleurs, et il y a trois conditions pour que ce champ la Convention 32 bis trouve à s'appliquer. C'est ce qu'on appelle dans mon jargon le champ d'application. Il faut qu'il y ait d'une part un changement d'employeur, un transfert conventionnel et un transfert d'une entreprise. Et cela concerne certains travailleurs. On verra de quoi il s'agit. Je décortique un peu la formule, la définition, puisque ces conditions sont cumulatives. Et il y a tout d'abord un changement d'employeur. Alors ça peut paraître simple, c'est simplement effectivement une personne devient employeur du personnel qui était qui était là, et ça trouve à s'appliquer par exemple lorsqu'il y a une fusion de sociétés. Une société succède à une autre dans le cadre de la fusion, lorsqu'il y a transformation du statut juridique d'une société, mais ça ne s'applique pas dans des cas pratiques et concrets, notamment par exemple si vous avez une société qui a un garage et une carrosserie, et vous êtes le dirigeant d'entreprise des deux sociétés situées au même endroit, un membre du personnel passe d'une fonction à une autre, d'une société à une autre, eh bien là, en principe, ça ne s'appliquera pas. On veillera cependant à lui garantir les mêmes conditions de travail individuelles pour s'assurer de son accord et le maintien de son ancienneté. Autre cas où la 32 bis ne s'applique pas, c'est le share deal, le rachat des actions. Vous faites une cession d'actions, une donation d'actions, une opération touchant aux actions, une OPA, une OPE pour les sociétés plus grandes. Ça ne s'applique pas davantage. Et enfin, en cas de décès de l'employeur, le droit social vient à notre secours. La loi de 78 relative au contrat de travail prévoit son article 33, peu importe, mais que le juge peut fixer une indemnité de rupture en équité, donc pas en droit. Donc, voilà des cas qui sont exclus. Donc, la notion de changement d'employeur est assez simple à comprendre. Autre condition, le transfert conventionnel. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que le transfert conventionnel? Eh bien, c'est le fait qu'il y ait une convention. Elle peut être écrite ou verbale, mais on a voulu éviter que des petits malins contournent le champ d'application de ces règles impératives. Et donc, on n'a pas défini ce qu'était une convention. Dès l'instant où il y a un accord qui vise au changement d'employeur entre une entreprise et au transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, la CCT, donc les règles que je vais vous exposer, trouvera à s'appliquer.
Et c'est simple, ça vise la cession d'une entreprise, la cession d'une division, une cession d'une branche d'activité, une opération de fusion, de scission, transformation de société juridique, transformation et apport d'une activité en non personnel, une entreprise individuelle qui devient une SARL par exemple. Voilà des cas d'application du transfert conventionnel. La dernière notion est peut-être la plus difficile à appréhender, c'est celle de l'entreprise ou de la partie d'entreprise. L'entité juridique, c'est clair, hein, on cède on fait une fusion d'une société, l'entité juridique est concernée, ça peut concerner l'unité technique d'exploitation ou la division de l'entreprise, et c'est parfois difficile à appréhender dans la mesure où on a des éléments de fait, chacun a son business, chacun a son core business, et donc on a une multitude de décisions de justice, donc de jurisprudence, trouvant à s'appliquer. Et lorsque le juge est confronté à un cas d'application, il va aller lire, essayer d'interpréter à la lumière de ce qu'a décidé la Cour de justice de l'Union européenne. Cela étant, j'ai analysé pour vous la jurisprudence et j'ai retenu deux tendances actuelles. Tout d'abord, le transfert doit porter sur une entité économique. Il faut une certaine substance. Ça ne doit pas être creux. Il ne s'agit pas de céder une chaise et une table. Il doit y avoir, ça ne doit pas être nécessairement des éléments matériels, mais des éléments qui laissent apparaître en tout cas une substance suffisante pour qu'il y ait une poursuite d'activité économique existante. Mais ça peut concerner par exemple du personnel. Vous êtes dans le secteur du nettoyage industriel, eh bien, le transfert du personnel ou dans les titres-services, le transfert du personnel, indépendamment des règles sectorielles, constitue la valeur et la plus-value de l'entreprise. Donc la 32 bis trouvera à s'appliquer. Et autre cas, autre élément d'analyse, c'est que l'entité doit conserver son identité. Si vous cédez des éléments disparates, plic-ploc, eh bien non, nous dit la Cour d'appel de Bruxelles, par exemple, dans une décision de justice qui concernait la liquidation de l'hôpital français à Berkem-Saint-Agathe, eh bien non, si vous avez vendu les droits aux lits thérapeutiques et trois tables et trois chaises, et puis ceci et cela à différents hospitaliers réunis en consortium, eh bien non, la 32 bis ne trouve pas à s'appliquer. Donc, que retenir en définitive? La 32 bis trouve à s'appliquer dans bon nombre de situations et on n'en a pas toujours conscience en tant qu'entrepreneur, on est le nez dans le guidon et c'est le secrétariat social qui attire notre attention sur ce point. Alors, quels sont les travailleurs qui sont visés? Est-ce que c'est tout le payroll ou une partie de celui-ci? Eh bien, oui et non. En fait, c'est les travailleurs qui ont un travail en cours. Alors, vous allez me dire, les travailleurs entendus au sens le plus large qui sont inscrits pour lesquels l'Undimona a été introduite par le secrétariat social, donc ne sont pas visés ceux pour lesquels le contrat a pris fin, soit qu'il y ait eu licenciement pour motif grave, soit un préavis presté, soit une indemnité de rupture payée, soit encore qu'on a les a licenciés dans le cadre de la prépension, les RCC. Enfin, la prépension, c'est le mot belge, mais c'est les RCC. Donc, les autres travailleurs sont protégés par cette 32 bis et on verra effectivement ce que cela implique. Alors, vous allez me dire, donc vous avez une opération où vous vendez votre fonds de commerce avec ou sans immeuble pour lequel alors un notaire devrait intervenir. Eh bien, qu'en est-il des travailleurs? Ben, vous dites, le cessionnaire dit, moi ça me fait une belle jambe, j'avais envie, j'ai mon activité, est-ce que je suis tenu de reprendre tout le personnel? Alors la réponse est oui. Vous êtes, en tant que cessionnaire, enfin, le cessionnaire doit être convaincu, ou en tout cas, on va lui rappeler à l'ordre le fait que, mais j'y reviendrai, tout le payroll doit en principe être repris, les travailleurs que l'on vient d'identifier. Cela étant, et je l'ai toujours dit tant en tant qu'avocat qu'en tant que conseiller juridique chez Liantis, le personnel, ce n'est pas des tables et des chaises, il a des sentiments, enfin voilà, il est attaché à l'entreprise, il peut décider que, au contraire, il était attaché aux dirigeants d'entreprise et qu'il n'a pas envie de suivre. Eh bien oui, c'est son droit le plus strict. Le travailleur n'est pas obligé légalement de suivre le cessionnaire. Néanmoins, on doit l'avertir, effectivement, l'aviser, le consulter, on viendra là-dessus. Et suivant une décision de justice de la Cour d'appel, la Cour du travail, pardon, de Liège, il est important effectivement que le travailleur puisse statuer en connaissance de cause, c'est-à-dire avec certaines obligations d'information. Comme vous le savez sans doute, le droit social est très formaliste et donc il y a un certain nombre d'obligations qui s'imposent. Alors, si la 32 bis s'applique,
si le cédant et les cessionnaires ont consulté leur avocat, leur conseiller effectivement, ou leur secrétariat social, ou tous ensemble, et viennent à la conclusion que la 32 bis s'applique, le cessionnaire reprend a priori les travailleurs qui étaient inscrits sur le payroll du cédant, sauf opposition de ceux-ci, il reprend l'intégralité de ceux-ci. Que se passe-t-il au niveau des conditions individuelles et collectives de travail? Eh bien, le principe fondamental, c'est que en réalité, rien ne change si ce n'est l'employeur. Doit maintenir, le cessionnaire doit maintenir l'ancienneté, la rémunération, le régime de travail, la qualification, les fonctions, les responsabilités. Il ne peut, en d'autres termes, méconnaître les droits acquis ou subordonner sa reprise à la reprise à des conditions moins avantageuses. C'est une règle fondamentale. Alors, ça paraît un peu strict et rigide, et on ne pourrait donc pas modifier les conditions de travail. Si vous avez une reprise d'un fonds de commerce d'une société qui est située à XL et vous êtes situé à Woluwe, et vous reprenez le fonds de commerce pour l'installer à Woluwe, quid du lieu de travail? Est-ce que vos travailleurs doivent rester prestés à XL, ou pourraient considérer que cela leur pose problème? Alors, les conditions de travail en droit ne peuvent en principe ne jamais être modifiées unilatéralement, sous peine de se rendre coupable d'un acte équivalent à rupture. En français, et simplement dit, l'employeur ne peut jamais modifier lui-même, seul, sans l'accord du travailleur, les éléments attachés à ce qui est essentiel au contrat de travail, et vraiment essentiel, la rémunération. Pour ce qui est du lieu de travail, vous le savez sans doute, la Cour de cassation a ouvert une brèche en permettant effectivement des modifications de la part de l'employeur, à la condition que cela figure au contrat. Ce qui veut donc dire que si un cessionnaire au fonds de commerce reprend l'habit du cédant et vient aux droits et obligations du cédant, il peut, le cas échéant, modifier le lieu de travail dans la mesure où cela a été prévu au contrat de travail, en tant que cela a été non essentiel ou accessoire. Enfin, dernier point, et c'est important, et c'est souvent perdu de vue en pratique, c'est que la CCT 32 bis prévoit effectivement, et en outre, une exception. Donc, il y a une exception légale, c'est que le cessionnaire n'est jamais tenu de contribuer à l'assurance groupe, au fonds de pension, maladie complémentaire, assurance hospitalisation. C'est l'article 4 qui nous le dit. Donc, vous avez en principe un maintien des conditions individuelles avec un tempérament, et l'exception pour ce qui est de la poursuite éventuelle des assurances. Pour ce qui est des conditions collectives, c'est-à-dire les CCT, les conventions collectives qui s'appliquent, je ne rentre pas dans le détail, mais elles continuent à s'appliquer jusqu'à leur échéance. Alors, ici, il y a un élément très important. Je ne sais pas si je peux parler d'une bombe atomique, comme a dit Frédéric, mais quand même un élément, un show-strap, ou en tout cas un piège, c'est que le changement d'employeur ne peut pas être un motif du licenciement. En d'autres termes, et on a nécessairement son payroll, ses affinités, ou en tout cas le cédant nous dit, ben voilà, j'ai quand même des difficultés avec tel ou tel personnel, ou telle personne est malade, on n'a pas envie de la reprendre, on sait que la maladie, en tout cas l'état de santé, est un critère protégé sous la loi antidiscrimination. Qu'est-ce que peut faire l'employeur? Ben, il dit, il convainc le cédant, ou le cessionnaire dit, bon, on va faire en sorte de mettre fin à ce contrat de travail. Ben, le transfert pourrait être un motif. Ben non, nous dit la convention collective, le transfert en lui-même ne peut jamais être un motif de licenciement, sous peine de rendre le licenciement irrégulier. Et la Cour de justice de l'Union européenne a été très très loin, puisqu'elle opère carrément une résurrection des droits liés au contrat de travail, considère le contrat comme existant, c'est-à-dire avec tout ce que cela pourrait impliquer. Donc, on a une protection de façade qui paraît énorme. Mais quand on rentre dans le commerce et la boutique, on se rend compte qu'il y a une exception qui, et c'est souvent le cas en droit, qui est parfois plus forte que le principe, puisque les travailleurs qui changent d'employeur, c'est mentionné, peuvent toutefois être licenciés pour motif grave, bon ça d'accord, ou pour des raisons économiques, techniques ou d'organisation entraînant des changements dans le domaine de l'emploi. Qui suppose reprise, suppose indéniablement et incontestablement l'existence de motifs économiques, techniques ou d'organisation. Et donc, il est
assez clair que on va pas reprendre si on a une société qui est dans la construction CP 124 et qui a 2 employés, elle doit reprendre une autre société concurrente en construction en 124 et qui a également un employé, ça fait double emploi. Eh bien, là, effectivement, on pourrait admettre, en principe, si l'on motive cela sur base des motifs économiques, techniques ou d'organisation, que ce n'est pas possible qu'un licenciement pourrait être envisagé. Les travaux préparatoires, en tout cas du texte, disent que dans la mesure de ce qui est possible, il doit être veillé à ce que l'on puisse réaffecter la personne à un emploi compatible avec les qualifications du travailleur. Si c'est une dactylographe ou quelqu'un qui gère les bons de commande, etc., c'est compliqué, si ça fait double emploi, effectivement, avec le payroll existant, de garder cette personne en service. Et donc, on pourrait, le cas échéant, admettre un licenciement sur base de l'exception, sous réserve du contrôle souverain des cours et tribunaux et sous réserve des charges de preuve d'avoir un dossier, effectivement, c'est souvent là que peuvent se gagner ou se perdre des procès. Et donc, on a un système que j'ai qualifié de faible, je dirais qu'il pêche par ses faiblesses, puisque, à la différence d'autres systèmes tels qu'en protection de maternité ou autres, qui nous viennent de la loi de 71, on n'a pas de période de protection, on n'a pas de reconnaissance, de procédure de reconnaissance préalable, du cas échéant des motifs, on n'a pas d'indemnité forfaitaire en cas de violation des règles, et donc le bien malin sera celui qui pourrait se faire prendre si l'invoquait ou n'invoquait pas effectivement l'exception, tout étant la question de la qualité du dossier et des nécessités organisationnelles dont il est question. Qui dit transfert dit suppose nécessairement des modifications organisationnelles. Il y a des brèches dans le sens où il est possible, dans certains cas, il y a quelques décisions de justice qui acceptent une mise en cause de la responsabilité sur base de la théorie de l'abus de droit, s'il y a un dommage distinct et si il y a une faute qui est en lien causal avec le dommage. Je ne vais pas m'étendre là-dessus plus avant. Je voudrais par contre parler encore d'un autre point également essentiel, qui est celui de la responsabilité du cédant et du cessionnaire pour les dettes existantes au moment du transfert. Donc, si au moment où vous faites votre convention de cession de fonds de commerce, qui est validée avec votre comptable, vous avez votre valeur en continuité, tout ça, le secrétariat social attire l'attention sur les formalités, j'y reviendrai, liées au personnel. Que faut-il faire des dettes qui seraient ouvertes, par exemple, parce que vous êtes un mois en cours et vous voulez absolument céder votre activité en going concern, en continuité d'activité. Il y a des arriérés de salaire, il y a peut-être un droit à pécule de vacances ou à prime de fin d'année. Eh bien, tout ce qui est existant au jour du transfert, eh bien, pour ces dettes-là, il existe une solidarité qui fait que le travailleur qui resterait impayé peut poursuivre en justice tant le cédant du fonds de commerce que le cessionnaire, c'est-à-dire celui qui l'achète. Cela veut dire au contraire que les dettes qui ont pris fin avant le transfert, celle-là reste à la charge, c'est assez logique, de celui qui cède le fonds de commerce. Pour ce qui est des dettes qui sont nées après, elles restent à charge seule du cessionnaire. Ça peut donner des difficultés sur la question de l'éligibilité de la dette, mais je ne rentre pas plus dans le détail. Voilà un peu le champ d'application, les règles de base. Et vous voyez sur le slide, transfert automatique le jour du transfert. Donc, on va reprendre la ligne du temps et voir effectivement quelles sont les formalités. J'avais introduit mon thème en présentant effectivement le fait qu'en droit social, il y avait des formalités qui existent et qui sont prévues par cette fameuse CCT 32 bis. Ce n'était pas originaire, mais depuis 2002, donc depuis maintenant pratiquement 20 ans, il faut informer et consulter préalablement le personnel et habituellement, au niveau du secrétariat social, on met à disposition un document qui permet effectivement, au niveau du cédant, d'informer le personnel de la date du transfert, des conséquences, des mesures qui seront prises à l'égard des travailleurs. Donc, cette obligation d'information doit exister. Elle se fait habituellement par la remise, par une voie d'affichage, un peu peut-être plus ancien, un intranet, et certainement la remise d'un écrit contre-accusé de réception. Pourquoi cette information est importante? On l'a dit, parce qu'elle permet aux travailleurs de se positionner. A-t-il envie de monter dans le bateau avec le cessionnaire ou pas? Si oui, il doit être informé préalablement, nous dit la Cour du travail dans l'arrêt que j'avais cité. Si vous êtes
gros employeurs, en tout cas au sens du droit social. Ça dit si vous avez des organes sociaux, une délégation syndicale ou en tout cas un conseil d'entreprise ou un CPPT, et bien là, il y a une phase également, une phase de consultation qui se opère au niveau de ces organes et les organes ont compétences consultatives, ce qui veut donc dire qu'ils ne peuvent pas mettre en cause votre projet. Donc, c'est une information, mais qui doit exister, mais qui n'amène pas en tant que telle de voie d'opposition. Autre point essentiel, le fait est, et ça nous est précisé par la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi qu'un arrêt de la Cour de cassation 2010, peu importe, que il y a transfert automatique le jour du transfert. Donc, les droits et obligations sont du fait du transfert qui étaient donc liés au contrat de travail, sont du fait du transfert transférés aux cessionnaires, et ce, malgré toute volonté contraire. Donc, si vous faites un écrit contraire, il ne vaut rien. Nous sommes en présence de règles impératives qui s'imposent donc aux parties. Alors, ce transfert automatique, cela veut donc dire que dans votre convention de cession de fonds de commerce, il n'est pas nécessairement prévu qu'il y ait un sort par rapport aux membres du personnel. Alors, vous avez fait un due diligence, vous avez repéré des anomalies ou je ne sais pas, mais en tant que tel, si vous n'avez rien prévu, cela ne veut pas dire que la 32 bis ne s'applique pas, elle s'applique même si vous n'avez rien prévu. Et donc, au niveau du droit social, il n'y a pas de nécessité à conclure nécessairement un contrat de travail. Ça, c'est la théorie. En pratique, on recommande toujours de faire un avenant au contrat de travail, ne fût-ce que pour tracer l'historique de l'ancienneté, qui est importante au niveau de la détermination des délais de préavis, mais également pour garantir et rassurer votre personnel qui est toujours inquiet lorsqu'il y a une nouvelle tête qui apparaît. Et donc, on va maintenir l'ancienneté, garantir l'ancienneté, les droits et obligations issus du contrat de travail initial. Cela aboutit aussi à ce que le travailleur ne puisse pas considérer le contrat de travail comme rompu, et également qu'il n'est pas en principe interdit de licencier, comme on l'a dit, sauf les exceptions pour des motifs notamment organisationnels. Alors, je vous avais annoncé une ligne du temps, la voici. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour être dans les clous au niveau social? Avant la date de la reprise, donc on a cette fameuse obligation d'information avec un écrit. Donc, une information orale n'est pas suffisante. Vous devez également penser à contacter l'ONSS par un écrit, bon, conseil le recommandé. L'ONSS a ouvert récemment des médias sociaux, donc on peut espérer que le mail est suffisant, mais en tout cas, il faut un écrit, il faut avertir son service externe, sa caisse d'allocation familiale et également son assureur-loi de ce qu'il y aura une reprise ou une session volontaire organisée des choses. Le jour de la reprise, votre secrétariat social fera une dimona out au niveau du cédant et une dimona in au niveau du cessionnaire. Et immédiatement à la reprise, et là on le perd de vue aussi parfois, il y a encore quelques obligations qui peuvent exister, sous réserve de situations particulières, j'y reviens. Au niveau des assurances, on a vu que leur poursuite n'était qu'éventuelle, mais s'il est décidé, garanti qu'il y aurait une poursuite au niveau d'une assurance groupe par exemple, eh bien il faut là aussi immédiatement après le transfert avertir et le notifier au niveau de l'organisme d'assurance. Enfin, dernier point, au niveau des saisies, il peut y arriver que votre travailleur fait l'objet d'une saisie ou une cession de rémunération. Là aussi, le cédant ou à défaut le cessionnaire seront bien avisés d'en informer le créancier saisissant. Alors, je passe au slide suivant. Oui, voilà. Deux dernières questions particulières. Qu'en est-il au niveau du pécule de vacances d'un employé ou de la prime de fin d'année qui est exigible, en tout cas qui est liquidée en fin d'année? D'un point de vue pratique, il est possible et c'est même recommandé de conclure une convention écrite, mais on l'en a vu et je me permets d'insister qu'il existe une solidarité entre le cédant et le cessionnaire qui fait donc qu'il y a deux débiteurs qui seront solidairement tenus au paiement de celle-ci. Mais c'est quand même conseillé pour éviter tout litige de bien prévoir qui paiera quoi dans le cadre de votre session d'activité ou d'organiser d'une partie d'activité dans le cadre de la 32 bis. Autre question qui se pose et qui est assez logique mais qui devait être précisée, la question des congés thématiques ou des créditants suppose toujours une demande. Mais quid d'un travailleur qui a une demande en cours qui a déjà été accepté par hypothèse
auprès de son employeur d'origine et qui peut suspendre une partie de ses prestations, eh bien là, il est permis que le créditant ou le congé thématique pourra se poursuivre jusqu'à son échéance initiale, pour autant que le cessionnaire marque accord. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de formuler une nouvelle demande. Cela étant dit, l'ONEM a prévu, vous le voyez sur le slide, qu'une déclaration de transfert doit être introduite. J'en termine, je vois qu'il me reste 1 minute, je pense que ça devrait le faire pour parler un peu belge, mais donc, 2 questions particulières et je vais essayer de ne pas déborder, mais elles me semblent être importantes. C'est une question d'actualité, c'est les fameux RGC premier engagement. Vous vous souvenez, Tax Shift, gouvernement Michel, on a promis à vie une exonération des cotisations sociales patronales sur le premier engagement, le fameux RGC premier engagement. Alors, dans la presse, il se fait qu'elle devrait être réformée. Mais je voulais juste peut-être m'appesantir quelque peu sur cette question-là. Qu'en est-il de ces fameuses réductions? Donc, et ça, c'est quand même une question importante lorsqu'on planifie les coûts salariaux d'une entreprise où on détermine le prix de cession. Ben, que coûte le payroll? Eh bien, la règle est immuable au niveau de l'ONSS. Dès l'instant où il y a un changement d'employeur, c'est-à-dire un changement de numéro ONSS, de matricule, les réductions ONSS sont perdues. Mais, là aussi, il y a des exceptions des tempéraments. Dans un certain nombre de cas énumérés par la législation, les RGC peuvent être maintenus. Enfin, il est toujours possible d'y revenir si il est satisfait à nouveau conditions de départ. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Et ça, il faut être attentif et c'est perdu de vue en pratique. C'est qu'en réalité, donc, le principe, c'est les RGC sont perdus. Vous faites une fusion. Normalement, les RGC devraient être perdus. La fusion est cependant l'exception dans le sens où il est possible, dans des cas prévus par la législation ou des opérations assimilées à fusion, notamment de poursuivre les réductions telles que préalablement octroyées, à la condition, et c'est très important, d'adresser préalablement un formulaire. Donc, il y a encore des formats à adresser, de préférence qui est mis à disposition par le secrétariat social au niveau du service de contrôle de l'ONSS en disant, voilà, on veut bénéficier de la loi programme qui prévoit par exception la possibilité de poursuivre ces réductions. Cette réduction n'est pas automatique, c'est le contrôle ONSS qui va vérifier effectivement ce qu'il en est. On a admis en pratique aussi l'application de cette règle pour des règles d'apport du fonds de commerce à une société et pour ce qui est des sociétés, on dit qu'on est dans une situation analogue. Ce qui me semble être important de dire là-dessus, j'en terminerai sur ces 2 points, c'est sur ce point-là, c'est que d'une part, s'il y a continuation des réductions, ONSS, des RGC comme on dit, il y aura une solidarité qui va s'instaurer entre celui qui continue les RGC et le cédant, et d'autre part, et je ne vais pas détailler tout le raisonnement, il me reste après encore un slide, mais il y a une même unité technique d'exploitation, ce qui veut dire que si, acceptez l'hypothèse d'une fusion, si vous faites une cession de fonds de commerce ordinaire, ce n'est pas une hypothèse dans laquelle il peut y avoir continuation des réductions ONSS, ce n'est pas prévu par le texte. Donc, si vous introduisez votre formulaire, l'ONSS dira désolé, cette demande ne permet pas d'aboutir à une continuation des réductions. Si vous faites une cession de fonds de commerce ordinaire, donc on tombe dans le principe c'est perdu et alors on reste la règle générale, est-il possible pour le cessionnaire de rentrer dans les conditions légales? Alors on le sait, il faut la création en net au moins d'un équivalent, enfin pas d'un équivalent au temps plein, mais au moins d'un membre du personnel qui s'ajoute au payroll existant. Or, s'il y a cédant et cessionnaire, ben, ils forment une même unité technique d'exploitation. Il y a une cession du même fonds de commerce. Donc, il n'y aura pas de création du membre du personnel supplémentaire. Donc, la réduction ne s'appliquera pas. En définitive de ce point, retenir que s'il y a des hypothèses particulières qui s'appliquent en matière de RGC, c'est par rapport aux règles légales. Il faut introduire ce formulaire dans des cas de fusion, de scission ou d'opérations assimilées, notamment. Sinon, les réductions sont perdues et on sait que les réductions NSS à vie, en tout cas qu'il était, qui ont été prolongées, dont la validité a été prolongée ici en janvier, sont importantes aux yeux des employeurs, certainement des PME. Et il me reste un petit point
avant de clôturer par les questions-réponses que je vois dans le chat. En tout cas, il y en a plusieurs et vous pouvez continuer à les poser. Qu'en est-il des aides à l'emploi? Alors, vous le savez, pour Bruxelles, il existe l'Activa Bruxelles, d'une part, hein, qui est une allocation de travail. Et depuis peu, il y a un petit nouveau qui s'est rajouté, c'est Phoenix Bruxelles. Alors, qu'est-ce qu'il en est à ce niveau-là? Ben, là aussi, la règle est la suivante. Le nouvel employeur ne pourra pas continuer l'Activa ou le Phoenix qui était en cours chez le précédent employeur, sauf si le travailleur devait être en possession d'une nouvelle carte ou d'une nouvelle attestation en cours de validité. Voilà, je vous remercie vivement pour votre attention. Il est 20h35. Je pense qu'on a tenu tous les deux notre timing et je vois qu'il y a des questions-réponses. Je vais peut-être céder à nouveau la parole à Frédéric pour voir ce qu'il en est. On ne t'entend pas, Frédéric. Ton micro est coupé. Merci pour me prévenir. Les 3 pièges oubliés en donation sont-ils de même en Wallonie? Oui, parce qu'il s'agit de pièges civils. Donc, certainement, les 2 pièges civils sont gardés, valent également pour la Wallonie, car c'est lié au concept civil de la donation. Et là, les règles civiles d'une donation, ce qu'on peut donner, qu'est-ce qui se passe lors d'un décès du donateur, donc le rapport en succession, c'est du droit civil belge et donc c'est fédéral. Donc c'est partout la même chose. Et pour le piège fiscal, donc vous ne pouvez pas diminuer le capital en déant les 3 ans suivant la donation. C'est une condition régionale, mais qui est reprise dans les 3 régions. Donc, en pratique, ce piège vaut également en Wallonie. Et puis, j'ai une question, sauf si vous gardez 1% comme nu propriétaire. Là, je n'ai pas compris la question et je ne vois pas s'il y a encore des questions. Je vais vérifier. On n'en voit pas d'autres, donc je ne sais pas Non, si… non. Sur ma partie, j'espère avoir été clair. S'il y en a, je reste à disposition, bien évidemment. Vous pouvez aussi toujours, s'il devait y avoir des questions, si ça suscite des interrogations cette nuit ou la nuit porte conseil, je ne sais pas, encore nous adresser des questions par écrit. Je me ferai un plaisir d'y répondre, bien évidemment, nom de Liantis. De même que Frédéric, je ne suppose n'aura pas de difficulté à vous revenir. Non, certainement pas. Des questions personnelles, techniques, concrètes sont les bienvenues. Ah, on demande nos coordonnées. Oui, on peut les… Ah, voilà, il y a encore des questions qui arrivent. Toujours pour ta partie, Frédéric. Oui, en Wallonie, donc là aussi, il y a exception, donc ça veut dire 0. Et là aussi, il faut poursuivre la même activité en Wallonie. Et donc, si on ne poursuit pas, on perd l'avantage fiscal et le fisc va dire quel serait le taux normal de la donation. Et là, c'est en Wallonie, si je ne me trompe pas, c'est 3,3 et 5,5. Mais là, il faut que je vérifie parce que les tarifs ont changé tout récemment. Et pour ce qui est de nos coordonnées, donc mon mail c'est michael.werkin@liantis.be. Mais je crois savoir que la présentation sera rendue disponible après le webinaire, donc on peut demander éventuellement ce que ça figure dans le mail, il n'y a pas de difficulté. Frédéric, je te laisse peut-être présenter tes coordonnées également. Oui, les coordonnées, pour envoyer un mail, c'est simple. C'est simple, c'est info@taxfree.be. Là, je vous réponds vos questions. Tax-free avec un nez, donc pas tax-free comme à l'aéroport, mais taxfree.be. Et là, je réponds volontairement vos questions pour les 3 régions du pays quant à la fiscalité.
Je vois la question très détaillée de Monsieur Petitot et je propose que vous me l'envoyez par mail et je prends le temps pour répondre d'une façon détaillée et d'une façon recherchée votre question. Parfait, mais je te laisse le mot de la fin, Frédéric. Oui, je voudrais vous remercier tout le monde pour votre présence et s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous contacter. C'était un plaisir de pouvoir présenter la façon de faire passer de l'immobilier à la suivante génération. Pour moi, c'est un thème très intéressant. Et comme je vous dis, il se peut que les 3 régions soient un paradis fiscal, ce qui est exceptionnel dans notre pays. Et je vous souhaite tous et toutes une bonne soirée.